Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire. Donc, nous allons commencer, hein, si vous le voulez bien. Donc aujourd'hui, ce webinaire va être animé par Olivia Harris et moi-même. Donc, Olivia est une des 3 responsables d'unité des prestations familiales, donc au pôle handicap. Et Olivia donc, a participé à un chantier national avec la CNAF hein, sur la déconjugalisation. Bonjour à tous. Donc, pour juste les informations pratiques, hein, donc, je vais vous demander d'éteindre vos micros et vos caméras. Pour poser vos questions, n'hésitez pas soit de lever la petite main si vous voulez poser une question ou directement dans le fil de conversation. Et donc, le webinaire est enregistré, comme ça vous pourrez éventuellement le réécouter si besoin. Donc, au programme de ce webinaire, hein, donc l'actualité du mois, c'est bien sûr la déconjugalisation de la hache hein, qui va être mise en place au 1er octobre. Donc ça, c'est Olivia qui va vous faire cette présentation. Ensuite, on passera juste un petit point sur l'allocation de rentrée scolaire et on finira par les chiffres du mois. Est-ce que cela vous convient ? Je pense que oui. Et bon. Donc, je vais laisser la place à Olivia pour vous présenter la déconjugalisation de la hache. Alors, bonjour à tous. Donc, la déconjugalisation, comme vous le savez, ça résulte d'une forte demande des personnes porteuses de handicap et du monde associatif qui les accompagne. La demande en fait initiale, c'était de voir une séparation effectuée entre le volet administratif et le volet médical, afin que une personne porteuse de handicap ne se voit pas opposer un refus à l'ouverture de la prestation au prétexte de conditions administratives et notamment les ressources. Jusqu'à présent, jusqu'à cette grosse évolution, une personne qui était porteuse de handicap, qui avait un avis médical favorable, donc une décision d'ouverture de droit attribuée par la CDAPH, pouvait se voir refuser le droit à la prestation pour un motif administratif. Les ressources du couple faisant obstacle à l'attribution de la prestation, des ressources étant supérieures au plafond. Ça a été également un grand enjeu gouvernemental. Et donc, on va avoir cette évolution qui va être mise en place à compter du mois d'octobre. Donc, quand on parle les droits du mois d'octobre, ce sont les prestations qui sont versées et payées début novembre. Si on revient un petit peu sur l'historique de cette mise en œuvre, on a eu un texte de loi qui a été voté au Parlement en juillet 2022. On a la loi 2022-1158 qui a été votée le 16 août 2022 et qui a inscrit cette évolution dans la loi, l'article 10. Et à partir de la mise en œuvre de cette loi, on a eu la promulgation du décret de mise en œuvre et de mise en application qui a fixé les règles de cette évolution et la date de début de mise en œuvre de cette version. Et on a bien donc une évolution qui entre en vigueur au 1er octobre, donc à compter des droits du 1er octobre payés en novembre. Par contre, ça ne se met pas sur. Éteignez bien vos micros, s'il vous plaît. Alors, si on parle de chiffres, c'est toujours bien de situer un petit peu une évolution. Actuellement, sur la France entière, on a 1 216 000 bénéficiaires d'AH. Parmi ces 1 216 000 bénéficiaires, on en a 259 000 qui sont en couple et 26 500 couples au sein duquel les 2 membres du couple sont bénéficiaires d'AH.
Sur 120 000 bénéficiaires en couple, on va avoir, suite à cette mise en œuvre de cette évolution, on va avoir 40 000 bénéficiaires qui vont voir leur allocation adulte aux handicapés augmenter. Et il y a une estimation qui a été faite au niveau national. On aurait approximativement 80 000 nouveaux bénéficiaires qui vont déposer des demandes et faire valoir leur droit à la prestation. Ce sont principalement des personnes qui jusqu'alors n'allaient pas sur une démarche de reconnaissance auprès des MDPH, dans la mesure où ils savaient que les conditions d'attribution de la prestation, notamment la prise en compte des ressources du conjoint, faisaient qu'ils ne pourraient pas y prétendre. Il y aurait un accord par rapport à leur handicap, mais les ressources du conjoint prises en compte feraient obstacle au versement de la prestation. On estime également, donc on va voir comment se met en place ce dispositif, on estime également qu'il va y avoir environ 30 000 ménages qui resteront sur le dispositif actuel parce que plus avantageux pour eux. On a fait une projection en CAF 44 au 31 mai. On a actuellement, au 31 mai, on avait 4 114 bénéficiaires AH qui étaient en couple. Donc, effectivement, c'est une évolution qui est très importante, qui est une évolution majeure par rapport à la prestation, mais qui, en termes de volume, on va dire, ne va pas toucher un nombre conséquent de bénéficiaires, puisque ça ne touche que les bénéficiaires qui sont en couple. On va parler un petit peu de vocabulaire, parce que vous allez m'entendre parler d'AH conjugalisé, déconjugalisé. Je vais évoquer éventuellement également le terme bascule, les BAH, et je vais parler de double calcul. Alors, quand je vais parler d'AH conjugalisé, c'est le mode de calcul actuel. C'est un droit AH qui est calculé en tenant compte, lorsque le bénéficiaire est en couple, des revenus du conjoint, et la personne, le conjoint, compte également dans le calcul de l'AH. Donc, on va attribuer, et la prestation va être calculée sur un plafond couple, avec éventuellement une majoration en présence d'enfants. Je vais parler d'AH déconjugalisé. Donc ça, c'est ce qui va être mis en place, c'est le mode de calcul qui va être mis en place à compter d'octobre. AH déconjugalisé lorsque l'on fera un calcul de l'allocation sans tenir compte du conjoint et de ses ressources. Et là, c'est un plafond isolé qui va être pris en compte et on maintient également la majoration en présence d'enfants. La bascule, ça va être le mois au cours duquel on va avoir le comparatif entre l'ancien mode de calcul et le nouveau. Il y a bascule à partir du moment où le nouveau mode de calcul, donc en déconjugalisé, on enlève le conjoint et ses ressources, est plus avantageux. Et donc, cette bascule, elle peut intervenir au 1er octobre, donc au plus tôt au 1er octobre, au moment où on met en place ce double calcul, mais ça peut intervenir aussi également plus tard dans le temps. Si au mois d'octobre, quand on va faire le comparatif, l'ancien mode de calcul conjugalisé est plus avantageux pour le bénéficiaire, il reste sur le mode actuel. Et puis peut-être que dans 6 mois, la situation va changer. Il y a un changement de situation professionnelle, une arrivée d'enfants par exemple. On va faire un comparatif à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que la bascule sur ce dossier-là interviendra. On parle de BAH lorsque sur un même dossier d'allocataire, de bénéficiaire, chaque membre du couple est bénéficiaire de la prestation. Et donc, effectivement, à compter du 1er octobre, on va faire un double calcul, c'est-à-dire qu'on va regarder pour le dossier l'assiette couple. On va faire le calcul en mode conjugalisé, ça va nous donner pour le bénéficiaire un montant AH. On va faire le calcul en mode déconjugalisé, donc sur une assiette isolée, en faisant abstraction du conjoint et de ses revenus. Ça va nous faire un droit et un montant AH déconjugalisé. On va regarder quel est le montant le plus avantageux et c'est ce qui va déterminer si l'allocataire, le bénéficiaire AH, reste en mode conjugalisé ou bascule en déconjugalisé. Un paramètre qui est important, c'est que la déconjugalisation s'applique effectivement uniquement aux bénéficiaires qui sont en couple. Et c'est une mesure, une fois qu'on a basculé dans la déconjugalisation, ça devient définitif. Donc le principe, j'ai commencé déjà un petit peu à vous en parler, mais c'est la déconjugalisation. Ça consiste
pour un bénéficiaire AH en couple à effectuer un comparatif entre un calcul AH en dispositif conjugalisé, donc c'est le calcul actuel, et un dispositif déconjugalisé. Donc on exclut le conjoint et ses ressources. C'est le montant le plus avantageux qui est retenu. Tout changement de situation entraîne un nouveau comparatif. La bascule dans le nouveau mode de calcul est définitive. Donc, à partir du moment où le bénéficiaire a basculé en mode déconjugalisé, mode de calcul déconjugalisé, il n'y a plus de comparaison. Donc, vous allez avoir des allocataires, des bénéficiaires AH, qui ne basculeront peut-être jamais dans le mode déconjugalisé, parce que pour eux, la situation sera plus avantageuse sur le mode de calcul actuel. Ce qui ne va pas changer, on reste toujours sur la même prestation. Donc, on a toujours un calcul, on va dire, annuel, sur la base des ressources annuelles, et pour les personnes qui ont une activité professionnelle, sur un calcul trimestriel avec des déclarations de ressources trimestrielles. Ce qui ne change pas non plus, ce sont les conditions médicales et les autres conditions d'éligibilité à l'AH. Les conditions d'âge, les conditions de taux d'incapacité ou d'invalidité, les conditions de nationalité, ces conditions de base d'éligibilité ne sont pas modifiées. Ce qui ne change pas non plus, c'est les mesures qu'on peut faire sur les ressources. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un montant de ressources déclarées à la base, et puis comme de la même manière que les services fiscaux font des abattements sur les ressources, il y a également, réglementairement parlant, des mesures d'abattement ou de neutralisation. Donc, abattement, réduction du montant des ressources retenues. Neutralisation, on fait carrément abstraction de certaines natures de ressources. Donc, ça ne change pas. Par contre, l'évolution, c'est la non prise en compte du conjoint et des ses ressources dans le calcul lorsque le montant est plus favorable. Ce qui change également, c'est l'application d'un plafond de ressources, donc personne seule, bien que le bénéficiaire vive en couple. La majoration pour enfants à charge, elle, ne change pas. La personne qui est en couple avec des enfants, si le couple a 2 enfants, on fera un calcul, personne isolée avec 2 enfants. Alors, Olivia, on a 2 questions. Oui. La première, c'est donc les personnes qui ont une notification MDPH-AH, mais qui n'ouvraient pas de droit à l'AH du fait des revenus du conjoint. Vont-elles voir leur AH calculé directement ou doivent-ils contacter la CAF? Alors, si le dossier est à jour, c'est-à-dire si on a l'ensemble des éléments pour valoriser le droit et faire le calcul va être fait en automatique. S'il manque un élément, là, il n'y aura pas de calcul, il reste en conjugalisé. Alors, tout en sachant qu'en CAF de Loire-Atlantique, on a anticipé cette évolution. Donc, depuis avril, on a fait alors ce qu'on appelle, c'est un petit peu un jargon, des extractions. On a essayé de recenser nos allocataires et nos bénéficiaires concernés et on a fait, on a, dans la mesure du possible, on les a incités à actualiser au maximum leur situation de façon à ce que notre système d'information soit en capacité de faire le calcul en automatique et que si le nouveau mode de calcul est plus avantageux, ça soit mis en place. Les personnes qui éventuellement ne sont pas, pour lesquelles il n'y a pas une relance, c'est effectivement des personnes qui, depuis qui ont eu un accord leur attribuant la prestation, et puis qui 2 ans, il ne se passe plus rien sur leur dossier. Donc nous, ce sont des dossiers qui sont radiés. Puisqu'il n'y a plus de vie sur le dossier, il y a un moment où, au bout de 2 ans, le dossier, il est clôturé. Donc, ces personnes-là, mais on a vraiment anticipé au niveau de la CAF de Loire-Atlantique à inciter les allocataires à actualiser leur situation. On a publié des informations sur le CAF.fr. On a également fait des campagnes d'envoi de courrier. Et le national également, de son côté, a fait, alors au niveau de la France entière, des campagnes pour inciter les personnes qui seraient concernées à actualiser leur dossier. On a une deuxième question. Donc, en cas de dette due à monsieur avec la déconjugalisation, la dette sera-t-elle uniquement affectée à lui et non plus au couple? Alors non, ça ne change pas ce qu'on appelle la solidarité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où sur un dossier, vous avez une dette qui est constituée,
il y a un principe de solidarité sur le dossier. Donc, les conditions de remise en recouvrement ne sont pas modifiées. C'est simplement le mode de calcul de la prestation qui évolue. Merci. Alors, la déconjugalisation, ça, c'est... On a essayé de vous faire une présentation qui soit le plus parlant, en fait. Et donc, cette slide, ça concerne, en fait, un petit peu un condensé de ce qu'est cette évolution. La réforme de la déconjugalisation de l'AAH concerne donc les bénéficiaires AAH avec un droit en cours. Donc, dès octobre, on va avoir un calcul qui va se faire en automatique pour déterminer le dispositif le plus avantageux qui sera appliqué aux bénéficiaires. Et c'est tous les nouveaux bénéficiaires à compter du 2 octobre. Donc, on va avoir un mode de calcul qui va s'appliquer systématiquement en mode déconjugalisé. Quelqu'un qui n'avait pas de prestation, qui n'avait pas fait de demande ou qui a une demande, donc avec une ouverture de droit à la prestation qui s'ouvre à compter du 2 octobre, donc ça, c'est les règles, on va dire, d'application avec ce qu'on appelle les règles de mise en œuvre ou de date d'effet. À partir du mois d'octobre, il n'y a pas l'ancien calcul qui est effectué sur le dossier, il bascule, la personne est directement en mode déconjugalisé. Et toujours un rappel, la réforme ne concerne pas les bénéficiaires isolés. On a fait une faute, on rectifiera sur le support. La règle de calcul en gestion annuelle comme trimestrielle du dispositif est la suivante. Donc, on applique un plafond de ressources personnes seules, éventuellement majoré en présence d'enfants. Le conjoint et ses ressources ne sont plus pris en compte, mais restent nécessaires pour calculer les autres droits. Nous avons des bénéficiaires d'allocation adulte handicapé qui sont potentiellement également bénéficiaires d'une aide au logement. Donc, effectivement, on ne va plus avoir besoin des ressources du conjoint puisqu'elles sont plus nécessaires au calcul de la prestation handicap. Pour autant, si le couple est bénéficiaire d'une prestation, par exemple aide au logement, les ressources sont toujours nécessaires pour calculer cette prestation. Tout bénéficiaire AH bascule en AH déconjugalisé dès lors que ce mode de calcul lui est plus favorable ou s'il est neutre. Lorsqu'on va avoir le comparatif d'effectuer, si le droit AH, le montant AH est identique en mode conjugalisé ou déconjugalisé, la personne va basculer en mode déconjugalisé. Le mode de calcul qui lui sera applicable sera déconjugalisé et il n'y aura plus de retour arrière. Toute bascule dans le dispositif déconjugalisé est définitive. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le comparatif et que le système détermine que le mode déconjugalisé est plus avantageux au moment où il fait ce comparatif, il y a une bascule définitive en déconjugalisé. Si dans 6 mois, pour le couple, il aurait été plus avantageux, il serait plus avantageux l'ancien mode de calcul, il n'y a pas de retour arrière. La bascule, elle est bien définitive. Lorsqu'on se retrouve face à un dossier pour lequel on a des BAH, donc quand j'entends BAH, c'est-à-dire que chaque membre du couple est à titre individuel bénéficiaire de la prestation. La comparaison s'effectue de manière individuelle, c'est-à-dire que sur un même dossier, pour un couple, on peut avoir un bénéficiaire avec un calcul en mode déconjugalisé, donc on fait abstraction du conjoint et de ses ressources, et l'autre bénéficiaire à titre individuel, le calcul en mode conjugalisé est plus avantageux pour lui, donc lui reste sur l'ancien mode de calcul, c'est-à-dire conjugalisé. On tient compte des ressources du bénéficiaire et de son conjoint. Donc là, on vient. Il y avait une question. Bonjour, serait-il possible d'avoir des précisions sur les situations où la conjugalisation reste plus avantageuse que la déconjugalisation? Tu viens de donner en partie la réponse. Je peux préciser, ça va être par exemple, lorsqu'on fait le calcul en mode déconjugalisé, on change de plafond. On est sur un plafond de personnes isolées. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on va dire que le plafond en couple, c'est 22 000 € pour le couple, l'assiette couple. Et pour la personne isolée, ça va être 11 000 €. On a des bénéficiaires qui ont une activité.
donc qui aujourd'hui bénéficient de la prestation, bien que leurs ressources à titre individuel, si on appliquait le mode déconjugalisé, ils n'auraient pas droit à la prestation ou ils auraient un droit minoré. Ils bénéficient de la prestation parce qu'ils sont avec un conjoint qui compte dans le plafond, donc on leur applique un plafond à 22 000 €, et le conjoint n'ayant pas d'activité, par exemple, fait que, ayant par exemple 15 000 € à titre individuel de ressources, sur 22 000 € de plafond couple, ils ont un droit à la hache. Si aujourd'hui on leur appliquait la déconjugalisation, on serait sur un plafond isolé, donc 11 000 €, ils seraient au-dessus du plafond, ils n'auraient pas le droit. Donc ça va être ces situations-là où le mode calcul conjugalisé est plus avantageux, parce qu'à titre individuel, si on applique un plafond isolé, il serait au-dessus du plafond isolé. Alors qu'en ayant le plafond couple, leurs ressources ne font plus obstacle à cette application. On a une autre question, alors je reviendrai après. Il y a une personne qui a posé une question par rapport à la prime d'activité, je reviendrai après dessus. Donc là, il y a une autre question, est-ce que cela veut dire que tous les usagers qui n'ont pas de revenus et ayant donc une notification MDPH auront forcément une AH à taux plein? Alors, toutes les personnes effectivement bénéficiaires au jour d'aujourd'hui qui sont bénéficiaires avec l'attribution d'une notification CDAPH, d'une décision leur attribuant l'allocation adulte handicapé et qui n'ont aucun revenu, aucun revenu et aucune ressource, puisqu'on entend, on conserve s'il y a des revenus, par exemple, des placements financiers ou des revenus fonciers. La personne qui, au jour d'aujourd'hui, avait un droit minoré parce qu'on tenait compte du fait que son conjoint ait des salaires, par exemple, et qui va basculer en déconjugalisé, aura une AH à taux plein. Donc, la personne posait la question suivante. Et cela changera pour les primes d'activité en couple ou seul? Alors non, on est bien dans une évolution de la prestation adulte, allocation aux adultes handicapés. Il n'y a aucune modification pour les autres prestations. Donc la prime d'activité reste calculée sur les règles qui sont actuellement effectuées. Donc on est bien vraiment sur l'exclusion et la non prise en compte du conjoint quand c'est plus favorable, ni de ses ressources, et uniquement sur la prestation allocation aux adultes handicapés. Pour toutes les autres prestations dont serait bénéficiaire le couple, on est avec la prise en compte du conjoint et des ressources. Merci, Olivia. Alors, pour un juste calcul, ça rejoint un petit peu la question qui a été posée tout à l'heure en amont. Pour un juste calcul, le dossier doit absolument être à jour. Donc, la situation couple doit être connue à la CAF. Les ressources du couple doivent être à jour, puisque pour que le système soit en capacité, pour qu'on soit en capacité de faire le comparatif, il faut qu'on ait la situation couple, donc ressources et toutes les informations liées au couple. La situation professionnelle doit être renseignée. Le profil doit être fidèle à la situation familiale. On doit avoir des enfants à charge au sens des prestations familiales. Et les coordonnées de paiement doivent être connues également. C'est-à-dire que si on n'a pas les coordonnées de paiement, vous aurez une valorisation, c'est-à-dire que le système aura calculé les droits, mais le bénéficiaire, aux alentours du 5 novembre, il n'aura pas de paiement. Alors ça ne change pas au jour d'aujourd'hui si on n'a pas le relevé d'identité bancaire de l'allocataire ou du compte sur lequel on procède au versement, on n'aura pas de paiement de la prestation. Alors, on va avoir des situations pour lesquelles on va avoir un maintien provisoire. Donc, ça va être les bénéficiaires en couple pour lesquels le droit ne serait pas valorisé pour l'un des motifs suivants. Au jour d'aujourd'hui, si on a les conditions d'éligibilité qui ne peuvent pas être vérifiées, on est sur un bénéficiaire, par exemple, qui n'a pas de titre de séjour valide. On est sur un bénéficiaire qui a un droit en cours et on avait un maintien, puisque vous savez que lorsque l'allocataire a fait une demande de renouvellement, on peut être en attente d'une décision de CDAPH, le dossier doit passer devant une commission, il y a des délais de traitement. Et donc, nous, en CAF, on maintient la prestation à partir du moment où le bénéficiaire a fait une demande auprès de la MDPH de renouvellement. On peut avoir les refus CDAPH, la résidence et les conditions d'âge qui sont non conformes. On a un élément donc, qui ne peut être vérifiable. Si on a une pièce justificative qui est non fournie, donc titre de séjour, avis CDAPH, un justificatif de ressources, l'absence de la garantie de ressources pour les personnes qui sont en ESAT, si on est sur l'avantage vieillesse ou l'invalidité,
si on est par rapport à des personnes qui auraient des revenus déclarés supérieurs ou égaux à la hache. Dans ces situations, il n'y aura pas de bascule immédiate dans le nouveau dispositif. On va maintenir la hache conjugalisée tant que dire la situation. Donc, le système, s'il nous manquait un élément, on est sur un dossier où on a un calcul qui est en conjugalisé. On a un élément qui nous manque pour faire le comparatif. On maintient les droits si le droit était payé jusqu'alors. On le maintient tant qu'on n'a pas le justificatif. On n'arrête pas les droits directement. Et donc, ce sera revu quand on aura la pièce justificative. Quand on aura la pièce justificative, si le dossier doit basculer en déconjugalisé, on basculera. On est bien sur une évolution où le droit, il doit être plus avantageux, le montant versé doit être plus avantageux pour le bénéficiaire. Donc, hormis les cas, par exemple, d'une situation où il y a vraiment un recalcul, un bénéficiaire qui n'aurait pas déclaré, par exemple, il a commencé une activité salariée où ça impacterait son droit à titre individuel aussi, on est bien sur des situations où on ne devrait pas avoir d'indu de mise en recouvrement de la prestation, puisqu'on va bien sur un calcul. On maintient tel que le calcul actuel, si le droit est plus avantageux avec le calcul actuel, et on bascule en déconjugalisé si le droit est plus avantageux ou si le droit est identique. Alors, je parle de changement de situation. On va avoir un bénéficiaire qui va rester en mode conjugalisé. Par exemple, au mois d'octobre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui sont en couple actuellement. Le calcul au mois d'octobre, quand on va faire notre comparatif, il reste plus avantageux en conjugalisé. Donc, ils ne basculeront pas dans le mode de calcul déconjugalisé. Pour autant, dans le temps, dans 2, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, on peut avoir une bascule qui va s'effectuer en mode déconjugalisé si l'une des situations suivantes intervient. Si on a un changement de situation familiale, on va avoir une arrivée d'enfant, une fin de charge d'enfant. On a une séparation. Donc là, on a forcément une bascule en déconjugalisation qui intervient. Si on a le décès du conjoint ou d'un enfant. Si on est sur un changement de situation professionnelle du bénéficiaire ou de son conjoint, une cessation ou un début d'activité, ou une modification de l'activité ou du taux d'activité. Si on a une modification qui intervient dans l'enregistrement des ressources, on a la déclaration de nouvelles ressources, une modification de ressources enregistrées. La situation professionnelle permet l'attribution ou la modification d'une mesure d'abattement ou de neutralisation, ou alors si on a une revalorisation d'un plafond ou une évolution effectivement législative, on pourra avoir à ce moment-là, si on a l'un de ces changements de situation, un bénéficiaire qui serait resté en mode de calcul conjugalisé, qui, à ce moment-là, au moment de survenance de ce changement, va basculer en mode déconjugalisé. Pour la gestion des ressources du conjoint, il y a vraiment une importance parce que c'est vrai que dans l'absolu, vous allez avoir des bénéficiaires AH qui vont se dire « je ne transmets plus les ressources de mon conjoint puisqu'il n'y en a plus besoin en CAF pour calculer mes droits ». On a toujours besoin des ressources du conjoint pour permettre l'accès aux nouvelles prestations, donc celles qui peuvent s'ouvrir de façon automatique en cas de changement de situation, les allocations familiales, la prime à la naissance, l'allocation de base, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation en cas de décès d'enfant. Donc, les ressources de conjoint permettent également de déterminer le quotient familial. Les bénéficiaires AH peuvent avoir le droit à des droits qu'on appelle connexes ou des droits dérivés. Par exemple, je pense quand on a les enfants, pour calculer le montant du paiement, notamment pour la cantine scolaire. Et donc, pour calculer ce quotient familial, il est absolument nécessaire de connaître les ressources du conjoint. On est vraiment sur l'abandon des ressources du conjoint et la non prise en compte du conjoint dans le calcul de la prestation AH pour tout ce qui est autres prestations, autres, on va dire, autres actions de la CAF. Je pense notamment à tout ce qui est prestations ou éléments qui sont versés par notre service action sociale. On a besoin des ressources du conjoint.
On va avoir également besoin des ressources du conjoint, et ça c'est important pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, pour calculer l'abattement personne PAPI. Cet abattement n'a pas évolué avec la réforme. Hein. Autant la prestation à lutte handicapée a évolué dans le mode de calcul, l'abattement PAPI reste calculé avec les ressources du couple. Donc, les ressources du couple sont donc nécessaires pour déterminer le montant de l'abattement. Et si jamais on n'a pas les ressources du couple, l'abattement ne sera pas appliqué. Ça rejoint la question d'un interlocuteur personne âgée et personne invalide, pardon, excusez-moi. On a également donc toujours besoin des ressources du couple pour calculer le plan de recouvrement personnalisé, donc le PRP, si le foyer est confronté à un indu de prestation. En l'absence de ces ressources du conjoint pour un bénéficiaire AAH, la retenue maximale sera appliquée. Et on a également besoin des ressources du conjoint pour tout ce qui est dans nos échanges dématérialisés, c'est-à-dire qu'on est à l'ère de la dématérialisation, on est à l'ère également des échanges entre organismes. Donc, pour plein de données, on a également besoin des ressources du conjoint. Ça facilite les échanges, ça facilite les traitements également automatiques, donc ça améliore la qualité et la rapidité également du traitement des informations. Donc, s'il nous manque la donnée concernant le conjoint, eh bien, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui calculées de façon automatique et donc beaucoup plus rapidement qui ne pourront pas l'être. Alors, j'ai une petite question. Donc, jusque-là, un couple travaillant en ESAT bénéficiait d'une AAH proche du taux plein. Cela veut-il dire que les nouveaux couples travaillant en ESAT n'auront plus cet avantage? Alors, ça va être un calcul de façon individuelle. On aura donc effectivement pour chaque bénéficiaire, quand on a un couple de BIM AH, on a un calcul individuel. Et donc pour les bénéficiaires qui seraient en ESAT, si le calcul en mode déconjugalisé leur est défavorable, ils vont rester en mode conjugalisé. Donc ils continueront à bénéficier de cet avantage. On est vraiment sur, et je pense que par rapport à vos bénéficiaires, si vous êtes des accompagnants, des tuteurs, ou même en tant qu'organisme ou institution, si vous avez à communiquer sur cette évolution, on est vraiment sur une évolution qui doit être favorable aux bénéficiaires ou neutre. C'est-à-dire que ça doit être transparent pour la personne en termes de montant. Alors, on va faire un point sur la communication. Depuis avril 2023, il y a une large campagne de communication et d'information qui est lancée, alors à la fois au niveau national et puis au niveau local. Donc, on a effectivement communiqué de façon le plus large et de façon le plus exhaustive possible auprès de nos bénéficiaires, mais également de tout notre écosystème, c'est-à-dire les partenaires, le monde associatif. Donc, la communication à la fois nationale et locale, elle est auprès des bénéficiaires AH, du monde associatif, des tuteurs, de nos partenaires institutionnels, donc c'est la MSA, la MDPH, et elle va se poursuivre jusqu'à la mise en œuvre de cette réforme d'octobre 2023. Il y a un courrier gouvernemental qui est accompagné d'une plaquette de présentation qui vont être adressées à l'ensemble des bénéficiaires entre le 20 et le 29 septembre 2023. En interne, on a mis en place un comité de suivi interservice, donc on se réunit à peu près une fois par mois. Donc, pour anticiper l'organisation et les impacts de cette évolution sur nos bénéficiaires et nos partenaires. Et donc, au même titre qu'aujourd'hui avec ce webinaire, on va suivre donc, cette révolution, on va suivre l'impact sur nos bénéficiaires et sur nos partenaires. Et si on a à communiquer, si on estime qu'on a une information à vous transmettre et à revenir sur des points, si on détecte par exemple qu'il y a des thématiques qui reviennent, des interrogations, des points qui ne sont pas compris, on sera amené éventuellement à recommuniquer également. Alors, on verra par quel canal et par quel biais, mais on est vraiment on tient vraiment à faire un accompagnement, et c'est un désir national également, à faire un accompagnement afin que cette évolution soit comprise par tous et qu'il n'y ait pas de flou
de questionnement qui puissent perdurer ou persister. Alors là, on vous l'a mis. Alors, c'est le problème de toutes les présentations quand on est sur un visuel où on ne voit rien. Alors, donc, vous pourrez, vous aurez accès à ce support-là. Et donc, on vous a mis des liens hein, pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez bien le courrier, là? Non? Alors, il faut que tu changes d'écran, il faut que tu bascules sur ton écran. Arrête, c'est pire. Est-ce que vous voyez le courrier? Oui, oui, tout à fait. D'accord, merci. Oui, Alors, on va pas le redescendre ensemble. Je vous inviterai à le lire. Donc ça, c'est un courrier ministre. C'est un courrier donc qui émane du ministère. Et donc, c'est un courrier qui a vocation à expliciter l'évolution. Et donc, forcément, donc, ça reste généraliste dans la mesure où ça reste sur le format courrier. Ce courrier, donc, il est envoyé en format courrier papier pour tous nos bénéficiaires qui n'auraient pas d'adresse mail. Et pour tous ceux qui auraient une adresse mail transmise, une adresse mail au CAF, on a également le format mail. À ce courrier est ajoutée une plaquette explicative. Le mail, le voici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, le format des mails est plus condensé, effectivement, parce qu'il y a des contraintes, des chartes graphiques, etc. Et on a également une plaquette qui est mise en place, donc qui explique les grandes lignes de l'allocation et de l'évolution qui impacte cette prestation. Parallèlement, vous avez sur le CAF.fr, depuis avril, des communications. Vous avez une foire aux questions qui a été mise en œuvre. Il y a de la communication également, alors à la fois pour les bénéficiaires et également si vous êtes amené à accompagner ce public, vous avez de la communication, vous avez un chat qui est mis en œuvre, vous avez des foires aux questions. Il y a, je pense que en termes de communication, c'est assez exhaustif. On sait que les réglementations sont très complexes. On sait également que les situations sont, on va dire, individuelles et qu'on peut être confronté à des cas par cas. Et donc, il y a eu des ateliers, il y a eu une vraie réflexion qui a été mise en œuvre de façon à répondre. Alors, on ne répondra jamais à l'intégralité des questions, mais au maximum de questions que chacun, en fonction de cette situation, peut être amené à se poser. Donc, vous revoyez le support, là. On est à la slide CAF.fr. Est-ce que vous la visualisez? Oui. Oui. Merci. Donc, on sait qu'au jour d'aujourd'hui également, on n'est pas égaux face à tous les moyens de communication. Donc, on a sur le CAF.fr, on a communiqué en format papier. Et on a également sur le CAF.fr et l'appli mobile. Vous savez qu'on est à l'ère de la dématérialisation, donc le bénéficiaire AH au jour d'aujourd'hui, c'est vrai pour plein de situations, peut faire ce qu'on appelle des téléprocédures. Et donc, tous nos téléprocédures ont été actualisées pour prendre en compte cette évolution. Et donc, il y a également un certain nombre d'alertes qui apparaissent sur le CAF.fr lorsque le bénéficiaire se connecte pour lui rappeler ce qu'est la déconjugalisation, pour lui rappeler cette évolution et pour l'inciter, lorsqu'il manque un élément au dossier, pour l'inciter à transmettre le plus rapidement possible cet élément. Donc, pour répondre à la question et pour repréciser par rapport à la question qu'on a pu avoir tout à l'heure, effectivement, le système va être en capacité de faire le comparatif. S'il manque une pièce au dossier, on restera en mode conjugalisé. Pour autant, si la locataire se connecte sur le CAF.fr ou sur l'application mobile, il sera alerté. Le système va lui dire « il me manque cette donnée-là ». Donc, la locataire fera
transmettra sa donnée ou son information et ça permettra une prise en compte en automatique. Il y a une question là, le courrier indique à la personne si elle reste sur le calcul conjugalisé ou déconjugalisé, pardon. Vous parlez du courrier émanant du national? La personne, pour répondre à Madame Savard, de quel courrier vous faites allusion? À celui qui va être adressé à tous les bénéficiaires AH? Non, alors, je vais répondre plus globalement. Oui. Le courrier ministre, c'est un courrier qui n'est pas personnalisé, c'est un courrier d'information, il est envoyé à tous les bénéficiaires AH. Donc, c'est un courrier d'information. Pour le courrier individuel, c'est au moment où on va avoir, en termes informatiques, si je parle techniquement, on va avoir donc le système qui va faire le comparatif. Ça va être fait au mois d'octobre, le 7 octobre, hein, pour rentrer un peu dans les détails techniques. Et donc, à la suite de ce comparatif, à titre individuel, pour chaque dossier, il y aura un courrier qui sera adapté à la situation de chaque dossier, de chaque bénéficiaire, qui sera adressé à titre individuel. Il sera adressé au moment du calcul et du paiement de la prestation. Donc, il sera adressé courant du mois de septembre. Là, la version, alors le comparatif en termes informatiques va passer le week-end du 7 octobre. Donc, les courriers seront générés et adressés dans la foulée. Alors, on n'a pas de date précise. Le courrier ministre part entre le 20 et le 29 septembre. Nous, le courrier sera adressé à partir du week-end du 7 octobre. On n'a pas encore de date précise. On est sur un envoi. Alors voilà, on a des contraintes techniques puisque, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, les envois postaux, on a des contraintes techniques. Donc, on n'a pas de date pour le moment, mais on pourra communiquer pour vous alerter sur la date réelle d'envoi. Très bien. Donc, la présentation sur la déconjugalisation donc, est terminée. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça a été clair pour vous? Oui, pas de... Très bien. Écoutez, je vous remercie. On reste bien évidemment donc, à votre disposition. S'il y avait des questions, c'est vrai que là, c'est une présentation. Je pense que vous verrez. On reste pour le moment sur une présentation, l'évolution n'ayant pas été encore mise en œuvre. Les questions vous viendront peut-être après. Donc, voilà, on sera à votre disposition s'il y avait des interrogations. Donc, on va passer donc, côté allocataire. Je voudrais juste vous faire un petit point sur l'allocation de rentrée scolaire, en sachant donc quand même qu'on a un nombre de dossiers assez conséquent, 51 582 dossiers en Loire-Atlantique, donc 79 923 enfants bénéficiaires de 6 à 18 ans, donc pour un montant versé de plus de 35 697, etc. Voilà. Donc, mais nous avons aussi l'ARS consigné, donc ce sont les enfants placés pour lesquels, en fait, l'allocation de rentrée scolaire est versée sur un compte séquestre pour l'enfant qui peut récupérer à sa majorité. Donc voilà, on a 531 dossiers concernés. Donc, voilà. Donc, en fait, moi, je voulais juste vous faire un petit rappel pour l'allocataire. Donc, il y a un enfant né entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2007 inclus. Donc, inciter l'allocataire fortement à se rendre sur l'espace Mon Compte pour confirmer que l'enfant est toujours scolarisé, étudiant ou en apprentissage. Notamment donc pour les familles qui ont des enfants placés, parce qu'on se rend compte, donc jusqu'à présent, on a 92% de téléprocédures qui ont été effectuées, donc
peut se dire que c'est un beau taux, un bon taux, pardon, mais il reste quand même encore 6500 enfants pour lesquels nous n'avons pas eu soit le certificat de scolarité, etc. Donc, c'est vous qui accompagnez les familles, si vous pouvez les inciter à télédéclarer, donc voilà. Ce sera très bien. Alors, donc, on voulait vous dire, hein, comme à chaque webinaire, hein, chaque semaine, donc les délais de traitement des mails, des demandes de prestations donc, sont publiés sur notre site caf.fr. Hein, donc, là, les délais de traitement donc, ont été chiffres mis à jour donc, le 19 septembre. Hein. Donc, on traite actuellement donc, les courriels arrivés entre le 3 septembre et le 11 septembre. Donc, tout ce qui est demande RSA, AH, donc on traite toutes les demandes arrivées entre le 5 septembre et le 12 septembre. Et donc, tout le reste des demandes, hein, on traite toutes les demandes entre le 28 juillet et le 7 août. Hein. Donc, voilà, c'était pour vous faire ce petit rappel hein, des indicateurs locaux indiqués sur le caf.fr. Alors, on va revenir parce que du coup, j'ai Monsieur Tan. Alors, attends, j'ai deux questions. On a deux questions. Madame Texier. Donc, effectivement, alors, moi, j'aime pas tellement le terme alors, perdant, effectivement. Jusqu'alors, quelqu'un qui. Alors, la question, je vais peut-être lire la question pour que tout le monde la voit. Si je comprends bien, les perdants seront les nouveaux allocataires qui travaillent et qui ont un conjoint avec peu ou pas de ressources. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, un bénéficiaire qui aurait une activité qui est en couple avec un conjoint qui n'a aucun revenu aurait une allocation qui serait calculée. Ces personnes-là, si elles n'ont pas fait valoir leurs droits, si elles n'ont pas fait de demande, à compter du 1er octobre, si cette typologie de potentiels bénéficiaires dépose un dossier auprès de la CDAPH, se voit attribuer une allocation auprès de la CDAPH et dépose un dossier en CAF, ces personnes-là, effectivement, pourraient se voir opposer un flux pour ressources supérieures au plafond, alors qu'antérieurement cette évolution, ils auraient eu un droit à la prestation. Pour les délais de traitement indiqués sur le caf.fr, quand vous mettez les demandes AH, arrivez-le, c'est la date d'envoi de la décision MDPH à la CAF. C'est en fait les demandes, oui, tout ce qui est attrait en fait au droit AH, enfin, pas au droit AH, ça c'est traité, en fait on appelle ça les minima sociaux, avec comme le RSA en fait, voilà. Donc c'est bien ça. Alors, en fait, pour compléter un peu ce que dit ma collègue Patricia, c'est que on verse un certain nombre de prestations, la situation, je pense, fait que on a vu notre nombre de bénéficiaires, toutes prestations confondues, augmenter. On a des délais de traitement, malheureusement, qui ont dû s'allonger. Et que si on met en parallèle nos capacités à traiter les dossiers, à prendre en charge les dossiers et les demandes qui sont déposées, toutes prestations confondues, on est obligé de prioriser. Et les demandes d'allocation adulte handicapé, au même titre que d'autres typologies de demandes, ont été priorisées de façon à ce qu'elles soient, entre guillemets, traitées en priorité par rapport à d'autres prestations qui sont considérées comme moins urgentes, on va dire. Alors, comment faire si les personnes sous mesure de protection ne vont jamais sur leur espace CAF et si vous n'envoyez pas de courrier? Ah oui, si vous voulez dire, si on envoie un courrier ou un mail. Là, c'est vrai qu'on a parlé de façon allocataire, mais une personne sous mesure de protection, nos courriers et nos informations partent à destination du tuteur. Et donc, là, sur le support, on vous a mis l'information générale, on va dire, qui part
l'information ministre qui part à la fois en papier et en mail, mais il y a également l'équivalent pour les tuteurs dits physiques ou les tuteurs moraux, je pense à la CRIFO, par exemple. Après, sur le dossier, on va dire la vie classique du dossier en dehors de cette évolution, c'est pareil, si la mesure de tutelle ou de protection du majeur est inscrite au dossier, l'information, elle part au tuteur. Voilà, qu'elle demande le dossier original de demande d'âge pour verser le mouvement. Le dossier original de demande d'âge. Non, parce que alors, on a, nous, pour enregistrer, en fait, et pour actualiser la situation, on a besoin alors, on a le volet médical, c'est la décision CDAPH. Alors, on pourrait se dire qu'effectivement, la CDAPH attribue la prestation, la CAF devrait, on est organisme payeur, on devrait payer. Pour autant, on a des conditions d'éligibilité, on a des allocataires, des bénéficiaires qui sont dans une situation qui bénéficient de prestations, et puis il ne se passe rien sur leur dossier, on continue à verser les prestations, etc. Et il y a autant des informations où nous, on est demandeurs, donc on va leur adresser un courrier pour avoir l'information, et puis il y a des informations, si l'allocataire ou le bénéficiaire ne nous signale pas le changement, on n'est pas au courant. Donc, le formulaire de demande AH, il y a une manne d'informations. Alors, il y en a plein qui ne nous intéressent pas et qui ne nous concernent pas et dont on n'a pas besoin, mais il y a aussi des informations qui nous permettent d'actualiser le dossier. Et donc, on en a besoin pour actualiser ces informations-là et pour que le dossier, quand on ouvre sur le volet administratif et pour vérifier toutes les autres conditions d'éligibilité, qu'on ait bien un dossier qui soit à jour au moment où on examine le droit AH. Alors, nous avons une autre question. Quelles sont les conditions pour l'application de l'abattement personne en maladie? Alors, les conditions, il y a des conditions d'âge, hein, donc, parce que l'abattement PI, donc c'est personnes âgées, donc il faut avoir un certain âge, et PI, donc c'est l'abattement invalidité, alors je n'ai pas les taux en tête, mais il faut être porteur de handicap avec un taux d'incapacité supérieur à un pourcentage. Alors ça, on pourra vous retransmettre les conditions, je ne les ai pas en tête, je n'ai pas les taux, mais si vous savez, si la personne un taux d'incapacité supérieur à un pourcentage, elle peut potentiellement bénéficier de cet abattement. Donc, je reviens sur la question de ma collègue. Quelles sont les conséquences pour un dossier RSA et H dans un même foyer? Verront-ils une baisse du montant de leur RSA? Alors, effectivement, on peut être confronté à cette situation, c'est-à-dire que, alors je ne suis pas spécialiste, hein, je ne maîtrise pas du tout le RSA, mais dans le calcul du RSA, il y a le montant des prestations qui sont versées, notamment la H. Et donc, si on est face à un bénéficiaire qui voit son allocation qui était sur un mode conjugalisé, le mode déconjugalisé lui est plus favorable, donc un montant AH qui va être majoré parce que plus intéressant pour l'allocataire, le fait que le montant de son AH augmente, le montant donc, qui sera pris, l'AH sera pris en compte dans le calcul du RSA, donc effectivement, le montant du RSA sera minoré. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous mettiez un pouce ou vous mettiez un oui si j'ai répondu à la question, comme ça on passe éventuellement à la suivante, Oui, ça libère. On a fait toutes les questions. Non. Oui. On a répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le support, il va rester dans le canal de la conversation. Je pense que vous y avez toujours accès. Alors, il y a un message qui va vous être adressé avec donc l'enregistrement du webinaire plus le PowerPoint qui sera mis à votre disposition. Donc, en principe, vous devriez recevoir ça courant de semaine prochaine. Voilà.
Et donc, pour éventuellement les questions. Alors, si vous avez des questions, hein, voilà, là, vous n'avez pas pensé à nous poser. On a ce canal de conversation. Là, n'hésitez pas à nous renvoyer, à poser votre question dans ce canal et on répondra dans celui-ci. Comme ça, tout le monde pourra voir les questions et les réponses. Alors, je reprends, il y a des questions. Il y a des questions. Je ne comprends pas en quoi cela permet d'actualiser le dossier, car la demande d'âge peut être ancienne et il y a des données confidentielles médicales. On n'a pas le volet médical. On n'a pas la partie médicale. On a la demande, en fait, c'est l'expression des besoins. Voilà. On a donc effectivement l'expression des besoins. L'allocataire actualise sa situation. Nous, on a besoin, en fait, pour verser des prestations, on doit avoir une situation qui doit dater de moins de 6 mois, plus à l'instant T où on enregistre. On va considérer que au moment où on enregistre une prestation, où on fait un calcul de prestation, on a une demande, le dossier doit être actualisé. Ce qui évite éventuellement de revenir sur des situations, de verser des droits à tort, etc. Donc, le formulaire de demande qui est déposé auprès de la MDPH nous permet d'actualiser la situation et nous permet effectivement de vérifier que nous, les éléments qu'on a au dossier sont à jour. Alors, effectivement, c'est une demande, on est dans des traitements qui sont, qui ne datent en général pas de 6 mois. C'est-à-dire que l'allocataire, quand il fait sa demande auprès de la MDPH, généralement, il nous envoie parallèlement sa demande pour nous indiquer qu'il a fait sa démarche auprès de la MDPH. Alors, les données confidentielles médicales, ce sont d'actualisation. Et puis, généralement, l'essentiel des données qu'on a, que vous indiquez comme étant confidentielles, on les a déjà au dossier. C'est juste, ça nous permet de conforter et de détecter d'éventuelles incohérences pour éviter d'avoir des trop perçus derrière. Alors, ça évite, oui, on peut demander directement à la personne, mais ça évite d'avoir également et de rallonger nos délais. C'est-à-dire que si on peut, nous, on est dans la récupération des informations auprès des tiers, on est organisme assermenté et habilité à récupérer auprès des tiers et des bénéficiaires. Et donc, tout ce qui peut nous permettre d'actualiser au moment où on est à traiter le dossier, nous permet de traiter le dossier et de calculer la prestation directement. Si on est obligé de mettre en attente le dossier pour récupérer une information, ça allonge le délai de traitement. Alors, quelle est cette nouveauté? De faire une demande d'allocation supplémentaire d'invalidité pour que la hache soit versée. Alors ça, écoutez, c'est une première nouvelle. Nous, on n'incite personne à faire des demandes d'allocation supérieure d'invalidité. Alors, moi, j'ai l'allocation d'Asie, c'est-à-dire que, alors c'est peut-être de cette prestation-là dont vous parlez, c'est que l'allocation adulte handicapé, dans la réglementation et dans les textes, le texte de la sécurité sociale qui régit cette prestation, c'est une prestation qui est versée lorsque le bénéficiaire a fait valoir ses droits à prestation prioritaire. Et donc, le bénéficiaire AH peut prétendre à l'allocation adulte handicapé lorsqu'il a fait valoir prioritairement ses droits à pension d'invalidité ou supplémentaire d'invalidité, à l'allocation ASPA, à l'allocation vieillesse et à la pension de reversion. Et c'est une fois qu'il a fait valoir ses droits à ces prestations-là, et si ces droits ne sont pas valorisés, ou s'ils sont valorisés, ils vont rentrer dans le calcul de la prestation, que nous, on verse une allocation adulte handicapé. Réglementairement, on n'est pas une prestation qui est versée prioritairement. On peut avoir un avis CDAPH qui attribue la prestation, et dans les conditions réglementaires administratives, si l'allocataire doit prétendre d'abord à son avantage vieillesse, même si le montant est moindre, il doit faire valoir d'abord ses droits à avantage vieillesse. Et nous, ensuite, en fonction du montant versé et en fonction de son âge, on fera un complément AH, on versera une allocation différentielle ou pas. Allocation supplémentaire d'invalidité. Ouais. Oui, c'est également, en fait, c'est tout ce qui touche l'invalidité et la vieillesse, c'est prioritaire. Donc, si potentiellement le bénéficiaire est dans une situation où il pourrait prétendre à une de ces prestations, donc certainement également l'allocation supplémentaire d'invalidité, il doit prioritairement faire valoir ses droits à cette prestation-là
Ensuite, il se voit soit attribuer la prestation ou pas avec un refus. Et c'est la notification de refus d'attribution ou la notification d'attribution qui va nous permettre, nous, derrière, de dire, ben, par rapport au montant, alors s'il y a un refus, on fait le calcul de l'AH. S'il y a une attribution, ben, par rapport au montant attribué et par rapport à la situation également du bénéficiaire, est-ce qu'on verse une allocation différentielle ou pas? Alors, encore faut-il que la personne sache qu'elle doit fournir la copie de l'original de la demande. Cela ne lui a jamais été demandé et elle attend depuis plusieurs mois. Mais là, en fait, est-ce que la MDPH transmet la notification de décision? Bien évidemment, mais elle transmet aussi le formulaire de demande. Alors oui, nous, on a la copie des formulaires qui sont attribués. Ouais. Je pense que, alors, je ne suis pas allée voir sur notre site caf.fr. Je pense, et je ne me souviens plus de comment est formulé, mais je pense que ça doit être indiqué sur un document qu'il doit nous fournir le formulaire de demande. Après, nous, on le demande. Hein. C'est vrai que ça fait partie de nos contraintes pour étudier la prestation. Et en général, le document, il est demandé. Alors après, je ne veux pas m'avancer. Il y a la gestion humaine, hein, donc il peut y avoir des loupés sur certaines situations. Mais globalement, on adresse et on demande les pièces justificatives. Donc, le bénéficiaire, il est interrogé, on lui demande la pièce et on a un système de relance. Donc, quand la pièce n'est pas fournie au terme d'un délai qui est fixé, il y a une relance. Donc, on a une autre question. Donc, ASPA, donc, si taux à l'AH avec un taux à 80%, la personne peut choisir. Alors oui, parce que pour l'ASPA, pour les bénéficiaires qui ont un taux supérieur à 80, un taux d'incapacité ou d'invalidité supérieur à 80%, la prestation ASPA n'est plus obligatoire. Il n'y a plus de demande à faire. Si la personne fait sa demande, elle est en droit de le faire, mais il n'y a plus d'obligation réglementaire à le faire pour les personnes depuis 2017 qui ont un taux supérieur à 80%. Et alors, je vais être obligée de mettre un terme parce qu'on a une salle. Je vais répondre juste éventuellement aux deux dernières questions. On a nos collègues qui ont réservé la salle juste après nous, qui en ont besoin. Alors, dans ce cas, pourquoi ce n'est pas la MDPH qui fournit le document en même temps que l'accord CDAPH? Alors, on a la MDPH nous transmet justement parce qu'on est dans un système, les informations entre nos deux organismes, vont être des échanges qu'on appelle dématérialisés. On est sur une période expérimentale, donc en complément, la MDPH, on est vraiment en lien. Donc, les informations qui sont obtenues par cet organisme ou qui sont obtenues par nous, alors, on est vraiment dans l'échange et l'idée, c'est de faciliter l'accès aux droits de nos bénéficiaires, tant côté médical que côté administratif. La personne a nommé, concernant le formulaire de demande AH, la MDPH le transmet automatiquement avec la notification. Effectivement, parfois l'automatisme, oui, il peut y avoir des petits couacs. Voilà. Donc, c'est pour ça que la CAF sollicite pour le recevoir afin d'ouvrir le droit à AH. Je pense que merci beaucoup. M. Tanguy il ira dans mon sens. On est vraiment dans la coopération entre nos deux organismes. Donc, l'idée, c'est l'accès aux droits et on sait que la priorité, ce sont nos bénéficiaires, tant au niveau de la MDPH qu'au niveau de la CAF. Et donc, on est vraiment dans l'échange et de la transmission d'informations. Alors après, je sais que le monde n'est pas rose. On reste également sur des échanges dématérialisés. Donc, il y a des couacs, comme l'indique M. Tanguy dans le fil de la conversation. Et on reste également sur l'humain. Donc, effectivement, on peut avoir également des loupés, mais globalement, la situation, on essaie de favoriser et de l'intérêt quand on sollicite des demandes et des pièces complémentaires, c'est vraiment dans l'idée de donner, de payer le juste droit et le plus rapidement possible. On va être obligé d'interrompre. Donc, écoutez, nous vous remercions en tout cas pour votre écoute. J'espère que cela a pu vous servir. Et donc, vous allez recevoir courant de semaine prochaine en fait un mail avec le webinaire, le PowerPoint. Et voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à tous. Et belle journée à tout le monde. Au revoir.